En cette fin d'hiver de l'année 1876, le ciel au-dessus de Paris présente une uniformité grise, lourde de précipitations ininterrompues. Les pluies tombent avec une constance qui finit par s'imposer à la ville tout entière, transformant le pavé haussmannien en un miroir sombre et glissant. La Seine, artère vitale de la capitale, modifie progressivement son comportement habituel. Longtemps contenue dans son lit de pierre, elle change d'abord de couleur, abandonnant ses teintes familières pour un brun limoneux, épais, chargé de la terre arrachée aux rives des campagnes en amont. Le courant s'accélère visiblement, charriant des branches d'arbres, des caisses en bois, des touffes d'herbes arrachées, autant de débris qui témoignent de la force invisible de l'eau bien au-delà des fortifications de la ville. Sur les trottoirs des ponts, les piétons s'arrêtent un instant, s'appuyant contre les parapets de pierre froide pour observer ce niveau qui ne cesse de croître. Les échelles hydrométriques, ces marques gravées sur les piliers des ponts comme celui de la Tournelle ou du pont d'Austerlitz, sont scrutées avec une attention quotidienne. L'eau lèche désormais la naissance des arches, réduisant l'espace sous les voûtes et modifiant l'acoustique même du fleuve, dont le clapotis léger se transforme en un grondement sourd, un frottement continu contre la maçonnerie. Les quais bas, habituellement dédiés au travail et au commerce, sont les premiers à disparaître sous la surface. Les immenses tas de sable, de gravier et de pavés, soigneusement alignés pour l'entretien des chaussées, sont lentement dissous et emportés par le courant. Les haleurs, les débardeurs et les ouvriers qui animent quotidiennement ces berges doivent reculer, remonter leur matériel vers les quais hauts. Les péniches, les chalands et les bateaux lavoirs, amarrés par de lourdes chaînes de fer, s'élèvent au rythme du fleuve. Bientôt, le pont de ces embarcations se retrouve au niveau de la chaussée supérieure. Les mariniers doublent les amarres, tendant les cordages à l'extrême pour empêcher leurs bateaux de dériver et de s'écraser contre les arches des ponts que la crue rend désormais infranchissable. La navigation fluviale, moteur économique essentiel de la capitale, est totalement interrompue. Les cheminées des petits bateaux à vapeur cessent de fumer et un calme étrange, imposé par la paralysie du trafic, s'installe sur l'axe du fleuve, seulement troublé par le bruit puissant de l'eau en mouvement. Mais l'eau ne se contente pas de déborder par-dessus les murs de soutènement. Elle s'insinue par les voies souterraines. Paris possède un réseau complexe d'égouts, récemment modernisé, de caves et de catacombes. C'est dans ces profondeurs que l'invasion se fait d'abord sentir. La pression exercée par le fleuve gonflé inverse le sens d'écoulement naturel des canalisations. Au lieu de se déverser dans la Seine, l'eau remonte par les tuyaux sombres. Dans les rues proches du fleuve, comme dans le quartier du Gros Caillou, à Grenelle ou vers Bercy, l'eau noire et boueuse jaillit silencieusement par les grilles d'égouts et les avaloirs. De larges flaques se forment au milieu du pavé, s'élargissent, se rejoignent pour créer des étangs peu profonds qui finissent par recouvrir entièrement la rue. Les trottoirs de granit disparaissent, les bordures de pierre s'effacent. L'eau envahit l'espace public, s'étendant d'une façade à l'autre, reflétant les devantures des boutiques et les réverbères dans un miroir trouble et frissonnant. Dans l'intimité des immeubles, la découverte de la crue se fait souvent à l'aube, dans la pénombre et l'humidité. Le concierge, dont la loge se situe au rez-de-chaussée, est le premier averti. En se levant pour commencer sa journée, avant même d'aller balayer la cour ou de distribuer le courrier, il perçoit une odeur inhabituelle, un parfum âcre de terre mouillée, de vases et de caves renfermées. En ouvrant la porte qui mène au sous-sol, il entend le doux clapotis de l'eau contre les marches de pierre. Les caves de l'immeuble sont inondées. C'est un désastre matériel silencieux mais profond. Dans ce Paris du 19e siècle, la cave n'est pas un simple débarras. C'est le cœur logistique de la survie hivernale. C'est là que chaque locataire conserve ses provisions de charbon, ses stères de bois de chauffage, ses fûts de vin, ses réserves de pommes de terre et de légumes racines d'hiver. L'eau limoneuse recouvre tout, noyant le charbon, rendant le bois inutilisable pour des semaines. Les bouteilles flottent, heurtant les voûtes basses, tandis que le mobilier relégué au sous-sol se gorge d'eau et pourrit lentement. La journée commence par un effort d'adaptation face à cette réalité physique. Dans les appartements des étages supérieurs, le froid se fait plus mordant. L'impossibilité de descendre chercher du combustible sec modifie les gestes du matin. Les femmes de chambre ou les maîtresses de maison dans les foyers plus modestes
tentent d'allumer les poêles en fonte ou les cheminées avec les quelques bûches qui restaient dans l'appartement. L'air est humide. Les vêtements semblent lourds sur les épaules, imprégnés par cette condensation qui monte du sol et s'infiltre à travers les planchers. Sur les murs du rez-de-chaussée, l'humidité dessine de grandes auréoles sombres. Les papiers peints se décollent lentement sous l'effet de la vapeur d'eau froide, roulant sur eux-mêmes dans un léger bruissement. Les portes en bois gonflent dans leur chambranle, devenant difficiles à ouvrir ou à fermer. L'architecture même de la ville, faite de pierres de taille, de moellons et de plâtre, réagit comme un organisme vivant face à cette immersion prolongée. En regardant par les fenêtres, les habitants découvrent un paysage urbain profondément altéré. La rue n'est plus un espace de circulation mais un canal d'eau trouble. Le son mat des sabots des chevaux, le roulement métallique des roues cerclées de fer des fiacres et des charrettes, le pas cadencé des piétons sur le trottoir ont disparu. Ils sont remplacés par le silence de l'eau stagnante, ponctuellement rompu par des voix qui résonnent différemment entre les façades de pierre. Les voisins s'interpellent d'une fenêtre à l'autre. Le quartier doit s'organiser pour maintenir un semblant de vie quotidienne. L'administration de la ville, la préfecture et les habitants eux-mêmes se mobilisent pour construire des réseaux de circulation provisoires. Des charpentiers, des menuisiers et de simples ouvriers sont réquisitionnés. Dès les premières heures de la matinée, le bruit des scies traversant les planches de sapin et le claquement des marteaux résonnent dans les rues inondées. Des passerelles de fortune sont érigées le long des trottoirs. Les hommes placent de solides tréteaux de bois directement dans l'eau, s'efforçant de trouver une assise stable sur le pavé invisible. Par-dessus, ils clouent de longues planches brutes, créant des trottoirs surélevés à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'eau brune. Ce réseau de passerelles dessine de nouveaux chemins, étroits et précaires, qui relient les portes des immeubles entre elles et permettent d'atteindre les carrefours encore au sec. Marcher sur ces structures demande de l'attention. Les planches fléchissent légèrement sous le poids des passants. Le bois, mouillé par la pluie incessante et la boue rapportée par les semelles, devient glissant. Les hommes en bottes de cuir ou en sabots avancent avec prudence. Les femmes d'un pas mesuré, soulevant d'une main les pans de leurs lourdes jupes de laine et de leurs jupons pour éviter qu'ils ne trempent dans la boue liquide, tenant souvent un parapluie de l'autre main. Lorsque deux personnes se croisent sur ces étroits rubans de bois, l'une doit parfois s'effacer, se tourner de profil ou se tenir à l'encadrement d'une porte pour laisser passer l'autre. La marche, acte le plus naturel de la vie urbaine, devient une négociation permanente, un équilibre lent et concentré. Les commerces situés au rez-de-chaussée mènent un combat épuisant contre l'élément liquide. Dès que l'eau a commencé à affleurer sur le pas de leur porte, les boutiquiers ont réagi avec les moyens du bord. Des sacs de sable, des monticules de gravats, de la glaise ou de simples planches enduites de goudron ont été entassés devant les entrées pour créer de petits barrages. À l'intérieur, les commis, les apprentis et les patrons ont travaillé tard dans la nuit, à la lueur jaune des lampes à pétrole, pour sauver la marchandise. L'épicier a vidé les rayonnages du bas, montant les sacs de farine, de sucre, les boîtes de biscuits et les denrées périssables sur les comptoirs ou les étagères les plus hautes. Le cordonnier a mis à l'abri ses pots et ses cuirs, qui seraient irrémédiablement perdus s'il prenait l'eau de la Seine. Chez le boulanger, la situation est critique. Si le four est situé dans la cave, la production est stoppée et la boutique doit s'approvisionner auprès de confrères des quartiers épargnés. Si le four est au rez-de-chaussée, on l'isole par des murets de briques montées à la hâte. La chaleur du fourneau contraste alors avec l'eau glaciale qui s'infiltre sous la porte, créant une épaisse vapeur blanche qui embue la devanture vitrée de la boulangerie. L'organisation des services publics et des livraisons quotidiennes est entièrement bouleversée. L'image familière du facteur parcourant les rues à pied, avec sa sacoche en cuir, est remplacée par une logistique improvisée. Le courrier est parfois remis au bout d'une perche ou distribué depuis de petites barques à fond plat. La livraison de la nourriture nécessite de nouvelles méthodes. Le boulanger ou le laitier, incapables d'utiliser leurs charrettes, louent les services des bateliers de la Seine. Ces mariniers, pêcheurs ou canotiers, momentanément privés de leur travail sur le fleuve, transforment leurs barques, leurs yolles et leurs bachots en taxis urbains. Ils rament lentement le long des façades des rues inondées. La transaction commerciale s'effectue alors verticalement. Aux fenêtres du premier étage des immeubles, les habitants se penchent.
Une corde est lentement descendue, au bout de laquelle pend un panier d'osier, un sac de toile ou un seau en fer blanc. Le batelier s'approche, saisit le récipient, y dépose le pain quotidien, la viande ou les légumes enveloppés dans du papier, et récupère les quelques pièces de monnaie glissées dans un coin du panier. Ce balai silencieux, rythmé par le frottement des rames contre la pierre des façades et le cliquetis des poulies, se répète tout au long de la matinée à travers les quartiers inondés. Pour ceux qui doivent se rendre au travail, la crue impose des trajets épuisants. Les quartiers épargnés, situés sur les hauteurs comme Belleville, Montmartre ou le faubourg Saint-Honoré, connaissent une surpopulation soudaine. Les fiacres, les omnibus à chevaux et les charrettes, chassés des voies inondées de la vallée de la Seine, s'y concentrent. Les chevaux, terrifiés par l'eau trouble dont ils ne peuvent évaluer la profondeur, refusent d'avancer dans les rues inondées. Leurs sabots glissent sur les pavés sous-marins, rendant l'attraction impossible. Les grandes compagnies de transport modifient leurs itinéraires, contournant de larges zones de la ville. Les employés de bureau, les ouvriers, les boutiquiers doivent marcher de longues distances, sous la pluie continue, multipliant les détours pour trouver une rue au sec ou emprunter un pont encore accessible. Dans certains quartiers industriels, la situation suspend purement et simplement le travail. À Bercy, à l'est de Paris, le vaste entrepôt des vins est l'un des lieux les plus durement touchés. Ces immenses halles, bordées d'arbres et parcourues de rails, sont le ventre viticole de la capitale. La montée des eaux y crée une scène d'effervescence particulière. Des milliers de tonneaux de chêne, stockés dans les chais ou sur les quais de déchargement, menacent de flotter et de dériver. Des centaines d'hommes, tonneliers, négociants, débardeurs, chaussés de hautes bottes de cuir ou de caoutchouc, travaillent dans une eau qui leur monte parfois jusqu'à la taille. Ils s'affairent à arrimer les barriques, les liant entre elles avec de solides cordages, les calant avec de lourdes pierres ou les hissant péniblement sur des quais surélevés. L'odeur du fleuve se mêle ici au parfum puissant du bois humide et du vin rouge qui s'échappe des fûts mal fermés. Les chariots à bras, d'ordinaire utilisés pour rouler les fûts, sont immergés et inutiles. C'est la seule force des bras qui, dans l'eau glaciale, tente de préserver cette marchandise précieuse de la destruction. Plus à l'ouest, dans les usines de Javel ou de Grenelle, l'eau envahit les ateliers du rez-de-chaussée. Les courroies de transmission s'arrêtent, les machines-outils se couvrent d'une pellicule de rouille, et les ouvriers se retrouvent momentanément sans salaire, attendant devant les grilles de l'usine que le fleuve entame sa décrue. Le milieu de la journée ne dissipe pas l'obscurité générale. Le ciel reste couvert, et dans les rues étroites du vieux Paris que les travaux du baron Haussmann n'ont pas encore effacées, l'absence de soleil direct rend l'atmosphère particulièrement sombre. La vie domestique est ralentie par des difficultés pratiques considérables, à commencer par l'accès à l'eau potable. C'est l'un des grands paradoxes de cette situation. La ville est submergée par les eaux, mais l'eau propre manque cruellement. Les pompes qui distribuent l'eau de la Seine ou du canal de l'Ourcq dans les immeubles modernes aspirent une eau boueuse, chargée de sédiments et de détritus, impropre à la consommation et même au lavage. Les fontaines publiques situées dans les zones inondées sont inaccessibles. Les habitants doivent donc s'armer de seaux, de brocs et de cruches, et marcher vers les places surélevées où les bornes fontaines dispensent encore une eau claire. De longues files d'attente se forment, silencieuses, sous la bruine. L'eau devient un bien précieux, transportée à bout de bras avec précaution sur les passerelles de bois glissantes. De retour dans les appartements, cette eau est utilisée avec parcimonie. On la fait bouillir sur les petits réchauds à esprit de vin ou sur le peu de braise disponible, afin d'éviter les maladies intestinales, que la promiscuité avec les eaux souillées commence à laisser craindre. Les tâches ménagères s'en trouvent bouleversées. Les grands lavoirs publics, ces bateaux amarrés le long de la Seine, où les blanchisseuses frottent, battent et rincent le linge de toute la capitale, sont hors d'usage, secoués par le courant et inaccessibles. Le lavage du linge doit se faire à domicile, dans de petites bassines de zinc posées sur le sol de la cuisine. Le séchage devient un problème majeur. En l'absence de soleil et de véritable chauffage, les draps, les chemises et les pantalons sont étendus sur des cordes tendues à travers les pièces. Ils sèchent d'une lenteur désespérante, dégageant une forte odeur de laine humide et de savon alcalin qui imprègne l'air confiné des logements. Les repas eux-mêmes s'adaptent à la pénurie de charbon. On prépare moins de plats mijotés, on privilégie les cuissons rapides,
on consomme davantage de pain, de fromage, de charcuterie et de produits froids. La table, autour de laquelle la famille se réunit, est souvent rapprochée de la fenêtre pour profiter de la maigre lumière du jour, tandis que les pieds reposent sur des tabourets ou des briques pour échapper au froid qui irradie du plancher. À mesure que l'après-midi avance, la transition vers le soir se fait doucement, marquant un assombrissement progressif des façades et de l'eau. Dans les rues inondées, l'allumage de l'éclairage public devient une opération complexe. L'allumeur de réverbère, traditionnellement équipé de sa longue perche terminée par une petite flamme, doit lui aussi accomplir sa tâche en barque. Son approche est silencieuse. Le batelier manœuvre lentement pour placer l'embarcation exactement au pied du candélabre en fonte qui émerge de l'eau. L'allumeur se lève avec précaution pour ne pas déséquilibrer la barque, soulève le volet de verre du réverbère, ouvre le robinet de gaz et approche sa perche. Le bec de gaz s'enflamme avec un léger sifflement, projetant une clarté jaune et vacillante. Le processus est répété de réverbère en réverbère, créant progressivement un chemin de lumière flottante. La lumière du gaz modifie la perception de la rue. Elle ne se contente pas d'éclairer le pavé, elle se reflète sur la surface mouvante de l'eau, créant des ondulations dorées qui dansent sur les murs des immeubles, accentuant le caractère irréel du paysage nocturne. La nuit modifie la géographie sonore de la ville. Les bruits de la grande métropole industrielle s'éteignent. Il n'y a plus le roulement des trains de marchandises sur les berges, plus le claquement des fouets des cochers, plus le cri des vendeurs ambulants. Il ne reste que la rumeur de l'eau, sourde et puissante, qui s'engouffre dans les rues étroites, frappe les portes closes et tourbillonne autour des obstacles. À l'intérieur des appartements sombres, les familles s'éclairent à la bougie ou à la lampe à huile, rationnant le combustible. Le sommeil est difficile. Il y a le froid physique, palpable sous les couvertures, mais il y a aussi l'anxiété, cette écoute constante des bruits de la rue pour deviner si l'eau continue de monter, si elle franchira une nouvelle marche dans l'escalier ou si elle finira par atteindre le plancher du premier étage. Pour sécuriser ces quartiers devenus fantomatiques et vulnérables, les autorités organisent des patrouilles nocturnes. Des gendarmes et des agents de police circulent à bord de canots à rames, naviguant à faible allure. Ils inspectent les devantures des magasins, vérifient que les portes cadenassées ne sont pas forcées et veillent à prévenir tout acte de pillage dans les rez-de-chaussée abandonnés. La lueur de leurs lanternes sourdes glisse sur l'eau noire, révélant parfois un meuble flottant, un débris de bois ou une chaise échappée d'un intérieur ruiné. Ce mode de vie, fait de passerelles précaires, de ravitaillement par corde, de froid humide et de déplacement en barque, dure des jours, imposant sa lenteur et ses contraintes à des dizaines de milliers de Parisiens. Puis vient le moment où la crue atteint son point culminant. La lente montée des eaux se fige. Pendant quelques jours, le niveau reste stationnaire, marquant un trait horizontal sombre sur les façades, la ligne maximale de son emprise. L'attente est alors focalisée sur le moindre signe de recul. Les observations aux échelles des ponts confirment enfin la décrue. Le retrait de l'eau est encore plus lent que son avancée. L'eau libère centimètre par centimètre les marches des escaliers, les portes des caves, le sommet des devantures. Mais le fleuve ne se retire pas sans laisser de traces. En redescendant, l'eau abandonne sur le pavé, dans les cours, sur les planchers des rez-de-chaussée et au fond des caves, une couche épaisse de boue grisâtre, visqueuse et nauséabonde. C'est un mélange de terre, de sable, de résidus d'égout et de matières organiques en décomposition. L'odeur de la vase devient omniprésente dans la ville. Dès que la rue redevient praticable, l'immense effort de nettoyage commence. Les habitants s'arment de pelles, de balais de bouleaux et de seaux d'eau claire pour repousser cette boue vers les caniveaux et les bouches d'égout, avant qu'elle ne sèche et ne se transforme en une poussière insalubre. Les pompiers et les services municipaux interviennent avec de grandes pompes à main pour vider l'eau résiduelle qui stagne dans les caves sombres, formant de longs tuyaux de toile épaisse qui serpentent sur les trottoirs. Lentement, les passerelles de bois sont démontées. Les tréteaux sont retirés, les planches empilées sur des charrettes. Les marchands retirent leurs sacs de sable et nettoient leurs vitrines. Le pavé réapparaît, nettoyé à grande eau par les balayeurs de la voirie. Le bruit des chevaux et des roues de fiacre revient résonner entre les murs de pierre. Les caves restent longtemps humides et les portes déformées exigeront des semaines avant de fermer correctement à nouveau. L'eau retourne dans son lit,
reprenant sa couleur verte et son cours régulier vers l'aval. La ville de Paris, construite au fil des siècles autour et par ce fleuve, retrouve peu à peu ses rythmes ordinaires, ses horaires de livraison, son activité industrielle et ses bruits familiers, refermant doucement la parenthèse de cette longue cohabitation forcée avec l'élément liquide, jusqu'à ce que les murs sèchent entièrement et que l'évidence de la crue ne subsiste plus que dans les mémoires des passants et sur les marques gravées dans la pierre.